semaine dans le balado. On se fait épier et on cherche à rendre justice. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Donc, retour sur écran d'un duo quand même fort apprécié. Oui, qui depuis quatrième film, mais ça fait comme 30 ans. Oui, quand même. Hein. 25 ans, mettons. C'était quoi le premier? 95. Presque 30 ans. Oui, 29 ans quand même. On parle ici de célèbres duos de, j'oublie toujours, Mike puis Marcus. Martin Lawrence et Will Smith. Donc, après 3 ans, c'était 4 ans? C'était 2020. 2020, janvier 2020. C'est juste avant la pandémie. C'est le succès de 2020 à cause de ça, mais c'était déjà un succès surprise parce qu'il était sorti en janvier puis il a fait quasiment 200 millions aux États-Unis, je pense, en comme 5-6 semaines. Puis là, après, tout a fermé. Ouais, ça avait été comme une jolie surprise. Je pense que pas grand monde s'attendait à un retour en force, mais il faut croire que le public s'était ennuyé. Donc, on va parler de cette nouvelle suite. Puis en même temps aussi... premier long métrage d'une filière familiale quand même Ishana Shyamalan. Ben oui, la semaine passée, si vous avez écouté, c'est notre spécial Shyamalan sur M. Night Père et une revue de sa filmographie complète en vue de c'est ça, célébrer le duo père-fille Shyamalan qui offre chacun un film cet été. Puis aussi, on va faire un petit aparté spécial animation. On a une invitée spéciale dans le balado qui va nous parler de films de ce genre-là. Voilà. Alors, petit tour d'actu, c'est ça, j'allais dire. Actu, start avec ça. D'accord. Hors d'habitude. Actu, bande-annonce et nouveautés. Excellent. Écoute, c'est une semaine assez tranquille, mais on a révélé, je pense, sans grande surprise, qu'il y aurait non seulement un nouveau roman, mais aussi un nouveau film dans l'univers Hunger Games. On sait que le dernier, tant le livre qui avait été bien reçu que le film aussi, The Ballad of Ballad of Songbirds and Snakes. C'est ça. Quand même, titre compliqué, qui avait remporté un joli succès. Titre de roman, mais c'est pas un bon titre de cinéma. Non, c'est long en maudit. Écoute, le prochain est encore tout aussi littéraire. Alors, ce sera Sunrise of the Reaping. Donc, toujours Suzanne Collins aux commandes de la franchise. 5e roman. Le livre sortira le 18 mars 2025. Donc, quand même, elle doit être en pleine écriture. Alors, on annonce ça quand même assez en écriture rapido. Ou en peaufinement puis en révision là, et tout. Là, Et puis, c'est des livres de même, ils sortent ça comme des blockbusters. Là. Je pense qu'ils veulent mousser la sortie. Là, ils peuvent pas arriver et dire « Hey, surprise, mardi prochain, il y a ça. » Non, c'est certain, mais tu sais, en tout cas, quasiment 1 an d'avance, c'est un peu intense. Et le film, lui, sortira le 20 novembre 2026. OK, on garde Thanksgiving comme cette année. Oui, effectivement. Et puis, l'histoire, on fera un saut dans le temps. Alors, on ne revisitera pas les personnages du dernier film. On va laisser M. Snow président. J'imagine qu'il va être présent, mais ça ne tournera pas alentour de lui parce que ça va être sur les 50e jeux dont avait participé un jeune Haymitch qui le personnage de Woody Harrelson au cinéma. Okay. Mentor de Katniss Everdeen. Donc, d'une part, moi, je suis quand même assez content. J'avais été vraiment agréablement surpris par le dernier film. Je pense qu'il y a encore du jeu à tirer de cet univers-là. D'ailleurs, ça va être Francis Lawrence qui devrait revenir encore pour le nouveau film, un peu comme le David Yates et les Harry Potter. Je pense que c'est comme lui maintenant qui est comme en charge. En fait, mais Francis Lawrence, ils ont tous... Sauf le premier. Ah, OK, pas le premier. Ouais. Et puis, mais surtout, je suis content que souvent, c'est le cas avec ces franchises-là, c'est que l'auteur va vendre les droits pour les films. Donc, Lionsgate, après tout bien dire, nous autres, on va faire 1 ou 2 ans, puis on va faire les histoires qu'on veut, puis on tasse de là. Mais je trouve ça le fun qu'ils respectent l'autrice, la créatrice, puis qu'ils attendent même l'apparition d'un roman, puis après ça, on va adapter ça. Fait que je trouve que tout ce processus-là est très respectueux, puis je pense bienvenu aussi. Là. Ouais, j'ai pas. C'est peut-être au contrat aussi, là, mais tant mieux qu'ils n'ont pas le droit. Je serais étonné parce que même J.K. Rowling n'a pas ça. Ils le font par respect, mais Warner, quand tu achètes un IP comme ça, tu as les droits, puis on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Puis, mais j'ai pas regardé. J'aurais cru qu'ils étaient déçus des chiffres du dernier qu'ils ont fait. Il me semble qu'il avait ouvert tranquille, mais les cinémas qui ont pu le garder à l'écran, ils ont remonté dans le temps des fêtes. Là. Ouais, c'est ça. Ça a fini quand même avec un 350 millions à l'international. OK. C'est sûr que c'est... Mais ça avait coûté assez cher. Là. Je pense que ça avait comme 100-120 millions. Fait que, tu sais... C'est pas c'est pas un circuit, succès mais... certain. Là. C'était sa limite, là, je pense. Là. Avec des coûts de mise en marché et tout. Oui, c'est certain, mais quand tu mets ça après ça en plateforme, puis je veux dire... Ce qui va peut-être arriver, c'est que le prochain, ils vont peut-être descendre. Tu peux pas faire un Hunger Games à
40 millions, là, mais ils vont peut-être descendre ça à 100 millions, mettons. Puis, en même temps, puis peut-être, faites-le pas 2h45, ça va aider. Ouais, ça c'est sûr, tout dépendant de la grosseur du... Un 2h25, mettons, là, ça se tiendrait plus. Puis tu sais, ça génère de l'intérêt aussi pour les films précédents, tout ça. Fait que ça garde un peu tout ça en vie. Fait que... Écoute, ils doivent être bien contents s'ils décident d'en faire un nouveau, mais c'est sûr que ça n'atteint pas le statut de la trilogie. Je ne dirais pas la trilogie, mais la quatuor originale, la quadralogie. Fait qui va faire le jeune... écoute, je ne pense pas qu'on soit encore rendu là dans 2 ans ou un an et demi de tournage. J'ai l'impression que ça va être d'un acteur que je ne sais pas c'est qui. T'sais. Parce que lui qui a fait Snow, il était très bon dans le casting, puis quand ils sortent de séries télé, d'ados, puis d'affaires de même, je les connais pas. Tout à fait. Donc, à suivre pour les amateurs de Panem. Sachez qu'il y aura un nouveau film. Sinon, écoute, c'était la remise des prix écran, les Canadian Screen Awards. Oui. Tant attendu. Oui, tout à fait. Écoute, c'est pas l'image, mais ça arrive toujours un peu sans tambour ni trompette. Mais c'est pas une espèce de cérémonie qui dure genre 1 semaine, là. Oui, c'est sur plusieurs jours. Oui, c'est ça. Puis là, même cette année, c'était pas télévisé live en direct, mais ils ont comme fait un condensé pour la télé du gala principal, mais ce qui est quand même drôle, juste à partir ici, parce qu'on est tous les deux amateurs de hockey, c'est que ça a été diffusé le vendredi soir du 5e match des Oilers contre les Stars de Dallas. Okay. Ton équipe canadienne, ta seule équipe canadienne à CBC. Avec le joueur vedette de la Ligue. Puis là, tu présentes les pré-écrans au lieu de ce match-là. Mais bon, probablement contractuellement, il était pogné de le faire. Là, mais j'ai trouvé ça, écoute... Fait que c'est Sportsnet qui a eu les codes d'écoute ce soir. Sûrement. Donc, écoute, sans grande surprise, vu ses nominations, ça ne l'a pas été, mais quand même, Blackberry. Ouais. Écoute, il y avait 17 nominations. Ouh, OK. C'était un record, c'est énorme. Il en a remporté 14. OK. Fait que c'est comme le Titanic, notre Titanic canadien, faut croire. Mais c'est comme ce que je trouve dommage, je veux dire, ça peut arriver aux Oscars aussi, c'est que, tu sais, c'est poliment, on s'en fout de Blackberry. C'est comme, c'est sorti en mai dernier, fait que c'est littéralement probablement le premier film éligible. Puis là, c'est lui qui remporte tout, fait que, en tout cas, ça amenuise un peu, je trouve, l'impact des prix écrans, là, parce que le monde ne va pas remettre Blackberry au cinéma. Là. Il est en VOD puis tout depuis comme 6 mois, puis blablabla. C'est comme si aux Oscars, le film qui gagne, c'est le film qui est sorti en février. Ben, comme l'année d'après, c'est fini. Là, ça joue plus. Là, fait que c'est juste une question de contexte et timing et tout, mais dommage pour ça. Là, mais sinon, quand même, tu peux pas surfer sur ta vague de prix. Non, c'est certain. Mais tu sais, ça vient juste valider ton travail, puis probablement permettre c'est ça. À l'équipe créatrice d'enchaîner un nouveau projet, mais quand même, la compétition était assez féroce. Juste pour le meilleur film, là, je tenais à noter ça. Parce que généralement, quand même, les films québécois se démarquent assez bien dans ce gala-là. Ouais, y avait-tu Les Chambres Rouges? Il y avait Les Chambres Rouges, effectivement. Il y avait Richelieu. Ouais. Aussi, ça, je suis assez content. Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant et Solo. Fait que, puis je pense qu'il y avait un autre film canadien, je pense que c'était Infinity Pool peut-être. Fait que quand même, on avait une majorité. Puis d'ailleurs, bravo Ariane, Louis Saint-Saëns et Christine Doyon, qu'eux ont remporté le prix scénario original pour Vampire humaniste. Ah ouais, génial. Fait que ça, c'est quand même un beau prix prestigieux qui vont sûrement leur permettre de travailler sur un prochain film. Quand même drôle, j'ai juste noté un petit peu où Blackberry avait perdu. Je n'ai trouvé 2 sur les 3 qu'ils ont ratés. Un, c'était maquillage. Puis, ça aurait pu, mais quand même, je trouve qu'il avait fait un bon travail pour vieillir les Jay Baruchel, entre autres. Ouais, ben le monde n'aimait pas son look de cheveux blancs et tout, mais en même temps, j'imagine que ça représentait le vrai... Ouais, mais tu sais, il a perdu le profit d'Infinity Pool, qui était quand même assez méritant pour les... Et même chose pour les effets visuels. Là, encore là, je ne sais pas pourquoi Blackberry est en nomination pour les effets visuels de mémoire, mais il semble qu'il n'y avait pas grand-chose, mais bon, bref. Je sais pas, quelqu'un m'avait dit que au Québec aussi, il y a cette catégorie-là, puis tu peux mettre quand... puis c'est probablement ce qu'il y a eu dans le film. Dès que tu mets un peu d'After Effects ou autre logiciel, ça compte. Fait que t'as pas besoin de créer un monstre en CGI. Non, fait que tu mets que quand tu textes, le texte apparaît à l'écran ou blablabla, puis c'est comme, c'est un effet visuel. Là. Mais des fois, t'es comme, on ne donnera pas un prix pour ça. Là. C'est ben trop un peu minime, là, ouais, c'est ça. Fait que bref, bravo à Blackberry. Puis je vous l'invite d'ailleurs à découvrir ce film-là si vous ne l'avez pas vu quand même. Oui, on l'avait bien apprécié. Ouais. Moi, ça avait été dans mes bons coups de cœur de l'année dernière. Puis, on a quand même un faible pour les genres de biopic de technologie.
Et toi, il y avait les Jordan. Ouais, Air aussi, ouais, effectivement. Ben, j'aime ce genre de film-là, mais en même temps, je trouve que BlackBerry avait ce côté humoristique, qui ne se prenait pas trop au sérieux, que j'avais trouvé bien sympathique. Et puis, à noter qu'on a remis un trophée spécial, un prix spécial à Denis Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière. Sa bonne percée aux États-Unis. Je pense que c'était la bonne année pour faire ça. Fait que moi, ça fait un peu le tour pour cette semaine d'actu. Bande-annonce. Ouais, je sais pas si c'est attendu ou pas. Venom The Last Dance, donc le troisième et vraisemblablement dernier volet de Tom Hardy en Venom, en Eddie Brock, qui va être une première réalisation pour Kelly Marcel, qui est comme sa partner depuis un bon bout. Ils ont fondé une compagnie de théâtre ensemble. Elle a scénarisé ou co-scénarisé toutes les autres Venom. Écoute, je pense que, on mentira pas, là, l'Extended Spider-Man Universe, blabla, de chez Sony, fait pas très bonne figure, mais Venom est comme la meilleure chose du lot. Oui, c'est ce qui a eu un plus grand succès commercial, ça c'est certain. Tout à fait, le premier qui avait vraiment cartonné en Chine, puis ça a comme tout levé ça. Le 2 était quand même très chaotique, mais le 3 me paraît mieux. Fait que, prenons ça comme ça, là, personnellement. Écoute, ça va pas réinventer la roue, mais écoute, Tom Hardy est quand même, je pense qu'il a l'air quand même singulier, là, assez caractériel comme personne. C'est un acteur. Et dans ses propositions de personnages aussi, puis je me demande s'il a déjà utilisé sa vraie voix dans un projet. Il ouvre toujours des... c'est tout le temps une approche. Probablement dans... peut-être dans ses premiers films. Locke, c'était ça? Celui où il est juste en auto, puis il fait juste répondre à des appels cellulaires non-stop et régler des problèmes. Là. Ouais, c'est quand même cool. Okay. Cette prémisse des huis clos. Là, puis, qu'est-ce que je veux dire? Mais il a l'air à vraiment aimer cet univers, être ce personnage-là, avoir du fun sur le plateau, avoir une certaine liberté suite au succès probablement du premier et tout. Fait que je pense que c'est beaucoup plus investi, mettons, que les autres. Oui, non, tout à fait. Je pense qui essaie de traiter ce personnage avec le plus de respect possible. Et puis, de ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que genre les créatures, les symbiotes extraterrestres vont le retrouver. Oui, parce que lui, il avait été exilé. Il s'était sauvé où il avait été exilé le Venom. Puis là, ça va brasser avec des créatures extraterrestres qui ne sont pas rapidement sans rappeler, moi qui ai écouté After Earth récemment, là, les genres de créatures qui a ça, ou un peu... Alien, le deuxième, là, quand ils ont refait le dernier, dans le fond, là, finalement, il y avait une espèce de créature géante sur le top d'un hélicoptère. Là. Ça ressemble un peu à ça, on le voit dans la bande-annonce. Après Prometheus, là, j'oublie. Alien Covenant. Covenant, c'est ça. Okay. Une espèce de monstre hybride géant. Alors, à découvrir en octobre pour les amateurs de Venom. Sinon, on a eu droit à 2 nouvelle bande-annonce, justement, tu parlais d'Alien, donc Alien Romulus, bande-annonce plus longue, mais en même temps, on ne dévoile pas trop d'intrigue. Ouais, moi, je suis quand même laissé. Je m'en suis préservé, comme je dis, rendu là. Ouais. J'ai hâte à ce film-là. J'ai bon espoir que Fede Alvarez fasse de quoi de bien, fait que je veux plus voir d'images d'ici là, fait que je l'ai pas regardé. Mais ça a l'air très très bien, honnêtement. Ça me donne encore plus le goût de voir. Et Maxine aussi, qui demeure encore aussi cryptique, mais qui semble bien nous plonger dans cette atmosphère hollywoodienne des années 80 de films de série B. A24 ont l'air de le sortir plus en grande pompe. Okay. Autant le premier avait été, je pense qu'il sortait en sortie médium, là, X. Pearl était sorti plus niché, comme, et c'était dans la facture du film. Puis lui, il a l'air à, il sort le 5 juillet, je pense. Même. Vendredi 5 juillet, puis il n'y a pas tant d'autres choses. Il y a les Mignons, mais c'est pas du tout, détestable moi, mais c'est pas du tout en comparaison. Mais il n'y a pas d'autres gros films qui sortent là, fait que, je dis pas que c'est pas un film d'horreur qui va ouvrir avec 70 millions, là, mais... Ils ont l'air à le positionner très fort. Je pense que depuis leur sortie en plateforme, les 2 films jouissent vraiment d'une belle réputation. Je pense qu'il y a un bon bouche-oreille. Fait que peut-être qu'on serait bon de faire un petit breakout. C'est ça, ça fait boule de neige. Fait que là, vous avez manqué les 2 premiers. Vous venez de catch-up la game. Manquez-le pas, celui-là, sur écran, avec Kevin Bacon.
Puis plein d'autres faces connues aussi. Ouais, non, moi, ça fait partie des films que j'attends impatiemment cet été. Et il y avait un genre de petit, autre chose, un genre de mini scandale / blague qui était arrivé dans le temps de Dune, mais on n'avait pas couvert parce que j'étais en congé de paternité puis on n'avait pas fait d'épisode pendant ce temps-là. Mais c'était le fameux popcorn bucket des verres de sable. Ouais. Puis ça avait quand même vraiment l'air d'un objet sexuel, OK? Un peu tordu, mais quand même. Ouais, c'est que tu mettais ta main dans la bouche ouverte du sable. Ouais, avec tous popcorn. les petits fanons, là, un peu. Là, vous pouvez deviner l'image de ce que c'est supposé représenter. Voilà. Fait qu'il y a eu plusieurs sketchs humoristiques, là, même SNL, puis tout s'en est moqué de ce truc-là. Et là, je pense qu'on a voulu contre-attaquer rapidement et embrasser cette blague-là. Et connaissant l'humour de Ryan Reynolds. Voilà, fait que Deadpool et Wolverine font leur popcorn bucket. Je pense quand même que c'est dur à trouver. Là. C'est pas, je pense que c'est pour AMC aux États-Unis. C'est ça, c'est comme une excuse. Au Canada, sûrement que sur eBay, vous pouvez en pogner un pour très cher. Fait que c'est un popcorn bucket avec la tête de Wolverine, vraiment pas qui ressemble à Hugh Jackman, mais très animé, là, le bonhomme jaune. Là, son costume classique. X-Men Animated et tout, ou des bandes dessinées. Puis, ben vraiment, tu passes au travers de la bouche, mais là, écoutez, c'est grivois, là. On le met du popcorn, on le met de côté, on n'arrête pas de faire couler du beurre le long de lui. C'est très graphiquement sexuel, tout ça. Là. Je pense qu'il y en a un de Deadpool aussi à faire, non? La bande-annonce, on voyait juste celui de Wolverine. J'avais vu l'image aussi de Deadpool, donc à surveiller, mais... Je pense qu'on a peut-être fait les deux, fait que tu peux choisir ton personnage avec la grosse bouche ouverte. Ouais, c'est ça, puis on joue sur les codes d'être soumis sexuellement et tout là, avec ça, là, fait que c'est dans le ton du Deadpool et de l'humour à Reynolds quand même. Vraiment. Fait que, mais j'ai l'impression que ça va être comme un peu les objets des 24, là. Quand ils font des objets dérivés de leurs films, finalement il y en a 100 puis ça coûte une fortune, mais une entente pour AMC probablement, fait que... Ouais, d'après moi, rapidement, là, tu vas pouvoir en voir sur eBay pour 70$, là, puis je sais pas trop quoi. Et encore, j'ai l'impression, là, ouais. Il y en a qui vont... Ben, si vous voulez en acheter un, je l'achèterai rapidement, parce que rendu en septembre, octobre, là, ils vont être plus rares, et etc. Ouais. Tu vas-tu aux États-Unis cet été? Oui. Passe par un AMC, il va voir c'est quasiment dans tes vacances, il me semble. Tu vas être là une semaine avant, peut-être. Là. C'est vrai. C'est juste de ramener ça après ça qui est moins évident. Parce qu'on n'est pas en voiture, on s'en va être en avion. Ouais, mais il faut que tu mettes ton linge, tu mets tes bobettes sales dedans, puis voilà. Là. Fait que ça va y faire honneur, je pense. Ouais, je vais retenir ça. Pas sûr que ma conjointe va être contente. Quand je suis en vacances, j'aime l'idée d'aller dans un cinéma autre, surtout dans un autre pays, pas au tiers-monde sûrement, mais juste aux États-Unis ou des affaires comme ça, ou quand on est dans des plus petits villages. Mais c'est jamais l'activité numéro 1. Puis souvent, j'ai déjà vu tous les films, à moins que ce soit la nouveauté de ce vendredi-là. Fait que finalement, ça donne jamais. Puis ma blonde, ça ne tente pas plus qu'il faut. Fait que c'est comme mon truc à moi. Hey, s'il pleut demain, puis qu'on est un peu libre, j'irais. Puis là, finalement, il fait super beau. Fait que, finalement, je spot les cinémas, j'ai reluque, je regarde la programmation, je regarde les horaires, mais j'y vais pas. Ça ressemble un peu à mon cas aussi. Des drive-in aussi, là, c'est quand même cool. Oui. Des cinéparks. Bref, on peut commencer avec les sorties de la semaine, justement, en parlant des États-Unis d'Amérique. Bad Boys, Ride or Die, du duo Adil El Arbi et Bilal Fallah, eux qui avaient justement relancé la franchise, comme on disait en début d'épisode, là, en 2020. Ah oui, puis je suis juste allé fouiller rapidement sur eux, parce que j'avais comme l'impression qu'ils étaient attachés au projet du projet Beverly Hills Cop. Finalement, c'est pas eux qui l'ont réalisé, mais... Ils étaient en pourparlers. Ouais, c'est ça. Ils ont-tu fait d'autres films? Ben oui, mais en fait, c'est 2 cinéastes belges. Ah, OK. Fait qu'ils ont comme fait 2 petits films indépendants en Belgique qui ont comme une réputation à l'international. Même pas nécessairement. Puis, ça a attiré l'attention de John Singleton, qui les a pris pour réaliser des épisodes d'une série qui tournait pour une chaîne américaine. Et puis, c'est de là qui ont juste gradué. Et en fait, ils ont tourné 2 épisodes de Miss Marvel pour Disney quand même, et dont le premier épisode, le pilot. C'est pas rien. Puis après ça, ils ont gradué à Bad Boys 3. Fait que c'est quand même impressionnant. Moi, j'ai toujours une admiration pour ces cinéastes-là étrangers. Tu pars de Belgique, tu fais 2-3 trucs, puis tu sais jamais après ça où ça peut te mener. Puis il y a quand même une petite fascination, je trouve, pour les duos de réal, parce que c'est un métier qu'on voit souvent le monde travailler en solo, mais on l'a vu avec les frères Rousseau, puis... frères Cohen aussi. Oui, puis, voilà, c'est ça. De manière prestigieuse, mais donc... fait que voilà, c'est juste petit aparté sur ce duo-là. Ben, les sœurs Wachowski aussi. Ouais.
Donc, que se passe-t-il dans ce nouveau volet surtout, de Mauvais Garçons? C'est surtout dommage parce que c'est une occasion ratée parce que c'est le troisième qui s'appelait Bad Boys for Life. Ouais. Donc, Bad Boys pour la vie. Mais là, il aurait pu faire un savant jeu de mots en mettant un 4 à la place du For Life. Ça aurait été vraiment... Oui. Mais là, on avait déjà brûlé le titre, alors on est en Ride or Die. Mais quand ils ont fait le 3, visiblement, ils pensaient pas qu'il y aurait un 4 puis un 5. Puis, c'est le succès du 3 fait qu'il y a un 4. Ouais. C'est pour ça que quand c'était cool pour eux de recevoir cette franchise-là, mais c'était pas comme « Hey, faites attention, c'est super précieux cette affaire-là. » Là, c'est quoi les premiers films? 95? Ouais, 2003. Puis 2003, puis là, 2020. Puis, fait que c'est là qu'on est... Les deux films les plus proches, c'est maintenant, finalement. On va suivre nos deux détectives, donc... Mike Lowry puis Marcus Burnett. Ouais. C'est ça. Joué par Will Smith et Martin Lawrence, qui sont à Miami, toujours de Miami. C'est un genre de body cop, mais sont bien différents, mais ils sont amis. C'est pas le... Même dans le premier film, ça commence pas comme « Oh non, je vais être avec lui ». Ils sont déjà des partners, c'est juste qu'il y en a un qui est... Mais des partenaires dysfonctionnels. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est très volage, fan d'adrénaline et de vitesse, puis l'autre est plus rangé. J'ai déjà ma famille, ma femme, mes enfants et tout. Des brûlements d'estomac, puis il faut toujours qu'ils mangent. Fait que ça donne la dynamique. Fait que cette fois-ci, dans le troisième volet, en fait, leur capitaine, j'oublie le nom du comédien, là, une face qui est dans... Joe Pantoliano. Voilà, c'est ça. Un des frères Fratelli des Goonies. Ah, OK. Pour puis les vieux comme moi. Je parlais des Wachowski, il est dans La Matrice. Bien sûr, c'était Cypher, ouais, lui qui est trahi finalement dans le premier. Ouais. Fait que, bref, il y a une espèce de magouille qui veut entacher la réputation de leur capitaine décédé dans le troisième film. Fait qu'ils vont essayer de le sortir, de blanchir sa réputation, finalement, de sortir du pétrin et de réparer peut-être plusieurs pots cassés là, des derniers événements avec ça, avec le fils illégitime ou inconnu de Will Smith, de son personnage, de Mike. Et ce qui va arriver au travers de ça aussi, c'est qu'eux vont se retrouver, vont mettre le doigt dans l'engrenage, fait que tout ça va se retourner contre eux, vont être des fugitifs. Et Marcus, donc Martin Lawrence, va avoir une espèce de vision, d'épiphanie et tout, puis ce qui va être un des éléments humoristiques du film, qui va se sentir invulnérable et va vouloir aussi rallier la paix là, autour de lui beaucoup, puis rapprocher les gens là, très, très en union avec la paix et l'amour et l'harmonie. Ces névroses vont le quitter le temps de cette épiphanie-là. Ouais, voilà. On va sentir... Ouais. Donc, écoute, ce genre de film, évidemment, qu'il faut mettre le cerveau à off. Ouais, on l'écoute plus pour les scènes d'action que vraiment pour les blagues puis les scènes d'action, pas une grande enquête. Effectivement. Bien qu'on tente d'amener toujours un peu de sérieux pour le genre, pour cette série-là, dans l'histoire. Mais ici, je pense... c'est rapidement évacué que pour mettre plus en valeur nos protagonistes. Il y a un petit jeu de qui est le traître là, à tout ça. T'sais. Puis il y a beaucoup... dans le premier film, il n'y avait pas ben de personnages, mais là, ils ont introduit comme une nouvelle équipe là, avec Vanessa Hudgens et tout dans le troisième. Fait que là, tout ce beau monde-là revient. La nouvelle blonde / femme du personnage de Mike puis tout. Fait que ça fait beaucoup de personnages que... on connaît pas encore beaucoup leur fond, qui auraient des intérêts, disons, financiers à trahir tout ça. Donc, qu'en est-il? Si vous aimez les films de cette franchise-là, je pense que vous allez être comblés. Là. On change pas la roue, on réinvente pas la formule est là. Puis, je veux dire, donc... réalisation, là, on est très excités. Surtout, ça se calme un peu au milieu du film, là, mais au début, là, beaucoup de perspectives là, à travers la montre, puis des affaires comme ça, des plans qui déconnectent audacieux, je dirais. Ouais, tout à fait. Il y a une séquence d'action, on envoyait il y a du behind the scenes qui circule sur Internet, là, où Will Smith, il y a comme une espèce de rig installée avec un harnais sur sa poitrine, avec la caméra, puis il y a son pistolet. Puis là, comme il tourne la caméra dépendamment des actions qu'il fait que soit on le voit filmer de face, soit on voit juste comme un jeu vidéo là, le fusil qui tue les personnes dans une séquence d'action. C'est quand même très bien fait, cette affaire-là. Les chorégraphies... C'est pas ce que Spielberg aurait fait, maintenant, dans Soldat Ryan, des trucs comme ça. Là, mais... Non, mais c'est bien chorégraphié, effectivement. Puis pour avoir écouté 2 des 3 premiers, je trouve que le deuxième, là, on tombait dans l'excessivité. Puis c'est le 2 qui est comme 2h25. Beaucoup trop long pour rien. Mais cette excessivité-là de mouvement de caméra à la Michael Bay,
qui pastiche un peu Fincher puis son Fight Club, puis toutes ces affaires-là que je trouve dans l'univers de Fight Club, exemple, où la caméra se promène à travers toutes sortes d'endroits, puis tu vois que c'est du numérique, là, de toute manière. Ça donne, mais dans un univers plus réaliste de films policiers comme ça, je trouve que ça cassait le rythme, ça te sort du récit. Fait que je trouve ça le fun qu'on a évacué ça. Là, on est plus dans des mouvements de caméra de style drone qui est pas mal à la mode, là, où Oui, c'est ça. on promène la caméra dans des endroits qu'on peut pas physiquement le faire avec une vraie caméra. Mais ça passe bien, honnêtement. Là, mais Michael Bay, je suis pas un spécialiste de son cinéma, mais il a l'air de chercher ça, la petite parenthèse. Là. Tu sais, Ambulance, là, il y a 1 an ou 2, là, il y avait ça. C'était comme, hey, on a des nouveaux types de drones. Ceux qui font des courses de drones, ben là, on a mis des caméras là-dessus. Puis il a l'air toujours à la recherche de l'angle impossible, puis qui n'a jamais été fait. Puis tout m'a amené. C'est comme, ouais, mais ça a peut-être jamais été fait parce que c'était pas possible, mais aussi, ça se peut que ça n'a pas été fait parce que c'est pas intéressant. Fait que, effectivement. Bref, c'est autre chose. Puis autre petite chose que j'ai apprécié quand même si c'est pas des personnages que je vais trouver hyper sympathiques, on mentionnait hors d'onde, je trouve que dans le genre, les personnages de Martin Riggs puis Roger Murtaugh de Lethal Weapon, beaucoup plus attachants. Ouais, de Mel Gibson. Ouais, puis, je trouve que ces personnages-là chicanent comme un peu trop, mais j'ai aimé qu'on accepte ou qu'on présente qu'ils vieillissent aussi quand même. L'effet du temps. On voit que justement Martin Lawrence, son personnage, il va subir un infarctus. Will Smith est pris de crise d'anxiété et tout ça. Fait que ça, je trouve ça fun qu'on tente un peu de les humaniser, même si c'est drôle parce que j'ai lu une critique comme ça rapidement, puis un commentaire survenait. Le personnage de Marcus de Martin Lawrence se fait dire ben là, évite tout stress pour les prochains jours, puis là, finalement, il se trouve dans un ouais, c'est ça. complètement puis ultra zen. Puis oui, c'est ça. Bref. Mais c'est ça, faut vraiment laisser tout. C'est ça, ben le réalisme n'est jamais au cœur du récit. Non, effectivement pas. Fait que vraiment, what you see is what you get, c'est le cas avec Bad Boys 4. Voilà. Alors, et complètement. Est-ce que What We See is What We Get avec The Watchers, les guetteurs de Ishana Shyamalan, qui met en vedette pas mal 4 personnes. Dakota Fanning, qui, j'avais oublié, elle a genre 30 ans, mais on dirait que ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Je pensais qu'elle avait comme 37, 38. Écoute, je suis allé regarder un peu sa bio, puis justement, elle a commencé à 7 ans avec I Am Sam. Oui, c'est ça. Avec Sean un petit Penn. Révélation. Puis moi, c'était la série télé Taken. On avait déjà parlé, produite par Spielberg. Oui. D'ailleurs, il l'avait utilisé dans La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Voilà. Moi, j'avais trouvé hallucinante dans ce film-là. Elle jouait la fille de Cruise, la façon qu'elle jouait la terreur, puis la peur, puis la facilité de pleurer, puis de montrer ses émotions. Mais il faut souligner quand même pour I Am Sam que ça a été la plus jeune nommée au Screen Actors Guild Award. Ah oui, OK. Quand même. Donc, elle a probablement 8 ans à ce moment-là, quand le film est sorti. Fait que c'est pas... Fait que moi, je suis super content d'avoir, parce que quand même, depuis une dizaine d'années, c'est plus tranquille. Twilight, c'est pas... elle n'a pas dû être au Screen Actor. Non, puis tu sais, en plus, c'était même pas... top billing, n'était même pas dans les acteurs principaux, là, avec tout ce bagage-là qu'elle avait. Fait on dirait qu'elle est arrivée fin d'adolescence, début vingtaine, passé un peu dans l'oubli comme beaucoup d'enfants vedettes. Là. Son casting, c'était d'être la fille de quelqu'un, la fille de... Tu sais, dans Men on Fire, c'était ça aussi, je pense, avec Denzel. C'est comme, la jeune fille à protéger ou quelque chose comme ça. Fait que... Donc, j'espère qu'on va la revoir plus souvent. Puis, il faut dire que sa sœur aussi a vraiment pris d'ampleur. Elle, Fanning, sa plus jeune sœur, qui je pense qui est encore plus... populaire que Dakota, mais bref, j'étais content de la revoir. Il y a aussi Olwen Fouéré qui était dans Northman et j'avais dit précédemment dans Tarot plus tôt cette année. Et tu avais bien calé. J'avais raison, Georgina Campbell pendant le visionnement. Elle me dit, c'est-tu la fille de Barbarian? Eh bien oui, tout à fait. Et Oliver Finnegan. Fait que c'est pas mal ces 4 personnes-là. En fait, nous, on va suivre Dakota Fanning, c'est comme notre introduction là-dedans, qui va se retrouver prisonnière dans une forêt irlandaise. Fait que notre jeune américaine va se réfugier dans une espèce d'abri où les 3 autres sont déjà. Et ils se rendent compte qu'il faut absolument qu'ils s'enferment là la nuit avec une grosse porte là, de sous-marins bien verrouillée et qu'ils vont être observés et traqués la nuit par des espèces de créatures inconnues, disons. C'est un peu l'idée du film, c'est de comprendre c'est quoi ces espèces de monstres-là qui viennent les regarder comme s'ils étaient en représentation, en spectacle toutes les nuits, dans le fond, devant cette espèce de un miroir sans teint qu'on appelle. Fait que toi... vite sans teint, miroir sans teint. Fait que de l'extérieur, ils les voient, mais eux, ils se voient juste en miroir. Fait que c'est ça le mystère. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va pas tout décortiquer parce qu'on veut pas brûler l'idée. C'est, son père, M. Night, qui est producteur du film aussi, quand même réputé pour des twists. N'en déplaise à lui-même. Là, déjà, il dit mais je fais pas toujours ça, mais
Ici, c'est plus un espèce de mystère fantastique, suspense. Ben, tu avais évoqué Sing de Night Shyamalan. Ouais, c'est ça qui est moins un film à punch. Ouais, justement, c'est plus, hey, on va-tu les voir, ces fameux extraterrestres? Comment ça va finir et tout, tu sais. Un suspense en général, mais pas juste, twist, tout ça n'était qu'un rêve, là. On est plus dans le suspense fantastique que vraiment un film de frayeur, parce qu'il n'y a pas de jump scare. Non, c'est ça. J'ai réécouté la bande-annonce après, tu sais, par après. Puis la bande-annonce fait plus peur que le film réel. C'est pas de la boîte, là. C'est très lugubre, une bonne mise en contexte. Non, pas mise en abîme, c'est autre chose. Mais en tout cas, la direction photo, la direction artistique est comme très intéressante pour ça, là, très oppressante, là, une espèce de forêt infinie de conifères. Fait que c'est juste des gros troncs dénudés, de l'écorce. C'est très... c'est très glauque, là, finalement, comme lieu. Puis, il y a un petit côté lost à tout ça, c'est-à-dire cette fameuse bâtisse-là, qui c'est qui l'a construit et est là depuis quand et tout, tu sais. Puis ça va venir être au cœur. Au début du film, tu te dis, ben ouais, ça n'a pas de sens, pourquoi c'est là? Mais ça va devenir au cœur des réflexions puis de l'avancement du récit, justement, des personnages. Un peu comme Lost, on se demande est-ce qu'ils sont partis d'une expérience? Est-ce que ces créatures-là existent pour vrai? On nous laisse planer. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que les créatures se terrent le jour parce qu'ils ne peuvent pas affronter la lumière. Fait qu'eux se promènent, puis ils vont essayer de chercher des ressources, puis manger du corbeau, puis des affaires dégueulasses de même. Puis avant que la nuit tombe, il faut qu'ils viennent se réenfermer là. Puis là, ils entendent au travers la vitre, mais ils ne voient rien, ils ne voient personne, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Même nous, on se demande, tu sais. Donc, pour l'atmosphère, c'est bien réussi, honnêtement. Je pense qu'Ishana a un talent de réalisatrice. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques, je trouve, très virulentes et je trouve malsaines entourant le film, et surtout en utilisant le terme, évidemment, qui est très à la mode depuis quelque temps, de népotisme, de Nepo Baby. OK, ouais. Envers elle, puis je trouve que c'est très injuste. Elle est juste là parce que son père il est connu, sinon... Ouais. Mais écoute, elle a quand même été assistante réalisatrice sur Old et sur Knock at the Cabin. Elle-même a été scénariste et réalisatrice de l'épisode de la série The Servant, que j'ai entendu beaucoup de bien, mais que j'ai pas écouté. Qui est produit. Fait que c'est sûr, oui, son père, il donne un break en quelque part. Mais elle n'a pas rien fait, puis là, c'est ça, c'est pas gare, je te donne 20 millions pour faire ton film. Ça vient d'un livre de A.M. Shine, c'est elle qui a écrit l'adaptation. Mais tu sais, elle avait fait autre chose avant aussi, là. Fait que je pense que c'est très injuste. Je trouve que c'est juste malveillant, ces critiques-là gratuites, je trouve. Non, parce qu'au final, elle a un talent. Si on se rend... je sais pas, tu sais, je trouve que le népotisme, c'est mettre quelqu'un en lumière ou un endroit qu'il ne mérite pas ou qui n'a pas les compétences pour faire. Mais c'est certain, je veux dire, j'ai un ami qui son père a une entreprise de pièces, de machin. Ben, tu sais, c'est les enfants là, qui sont devenus les nouveaux directeurs puis les nouveaux affaires. Mais ils sont allés faire les études pour, ils ont commencé dans l'entrepôt, puis ils ont monté, puis ils ont acquis leur place. Mais c'est sûr qu'il ne va pas dire, ou justement, puis j'ai le choix entre toi puis un inconnu, je sais pas lequel je vais prendre. Tu veux passer cette leg-là. Fait que Shyamalan fait des films, a sa compagnie de production, c'est pas ses 3 enfants là, qui en font, il y en a une qui a de l'intérêt pour ça, ben commence par faire ça, fais tes classes. Puis quand tu seras prête, ben je vais t'aider à te donner un levier, mais après, je peux pas te défendre à jamais si tu fais de la merde. Fait que c'est ce qu'on va voir. Là, ça doit être plaisant aussi quand un enfant veut suivre tes traces, puis travailler avec toi. Puis ça. Fait que bref, petite parenthèse pour ça. Fait qu'après ça, je pense que le film... Est-ce que c'est à hauteur du punch? Ça sera aux gens de décider, de voir. Mais j'ai quand même trouvé l'angle intéressant. Puis c'est quelque chose, honnêtement, qu'on a rarement vu en termes de créatures. Tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis allé lire un peu quand même, ne connaissant pas le roman en question d'A.M. Shine. Puis je pense qu'il n'a pas été traduit en français, ce qui est comme une grosse curiosité quand même, sachant qu'il y avait une adaptation qui s'en vient. Fait que peut-être qu'un éditeur va le faire, mais oui, vraiment, il n'a pas été traduit. Donc, le cherchez pas en français, seulement disponible en anglais, mais je vois que c'est un livre qui a été vraiment bien accueilli. Puis c'est-tu assez récent? Oui, je pense que ça date de 4-5 ans, quelque chose comme ça. Puis beaucoup parlent vraiment. Fait que c'est peut-être là des fois de l'adaptation, du passe de l'écriture, à montrer visuellement des choses. Puis surtout un film d'horreur où tu es dans l'ambiance, fait que ton écriture est pour beaucoup. Beaucoup disent vraiment que c'était un des romans les plus terrifiants qu'ils ont lus. Ouais. Fait que vraiment, les ambiances qu'il va créer, tout ça. Puis, fait qu'il y a peut-être juste cette déconnexion-là un peu. Ben, c'est tout le temps le jeu de tu te l'imagines en tête, comment ça va être. Mais finalement, quand moi, je décide ça va être quoi ma créature, mon monstre, mon extraterrestre, ben là, la moitié vont vers ah oui, cool. Puis l'autre vont vers ah non, c'est pas ça, c'est pas beaucoup cool. Moi, je l'imaginais pas de même, c'était ça. Tu sais, il y a quelques années, il avait fait aussi.
Lui qui fait de l'horreur cosmique, là, un vieil auteur décédé, là, puis il avait fait The Color Out of Space avec Nick Cage. Puis tu sais, le roman, c'est c'est de l'horreur cosmique, que ça s'appelle. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme une couleur indescriptible qui vient rendre le monde fou, puis qui crée des affaires d'affaires. Puis là, après, je vais le mettre au cinéma. OK, ouais, mais comment tu vas? T'as pas le choix d'y mettre une couleur, là. Fait qu'il y a une espèce de rose néon flashy qui fait les affaires, que c'est comme, c'est très bizarre, ça sort de nulle part, mais à un moment donné, tu la vois, la couleur, là, t'as pas le choix de la démontrer, mais tu peux pas inventer une couleur, là. Tu peux faire un mélange avec de l'image qui bouge, puis des fusions, puis un dégradé, puis tout, mais tu peux pas m'inventer une nouvelle couleur, c'est pas possible. Fait que il y a toujours un enjeu à mettre ça, mais le cinéma est une fascination, puis ça drive, ça fait de l'argent, ça amène du monde, c'est excitant. Tu consommes, lis un livre en 35 heures ou viens voir le film en 1h45, ben, tu vas voir le film, ça va se consommer bien, puis tout. Fait que, on va toujours vouloir le mettre en image, puis tu pourrais tout de suite refaire le même film par Denis Villeneuve, puis il serait complètement différent, puis il y aurait des points forts, puis d'autres qui seraient moins forts. T'sais. Fait que bref, on ne se fera pas de cachette, c'est pas une entrée fracassante en la matière, comme son père avait réussi avec The Sixth Sense. Ouais. On parle pas le même genre de buzz, mais quand même assez satisfaisant pour voir, j'espère qu'elle aura la chance de faire un prochain film, pour voir qu'est-ce qu'elle peut amener, parce que visiblement, elle a les mêmes intérêts aussi. C'est sûr que ça aurait été quand même intéressant pour elle d'aller faire une espèce de rom-com lesbienne indie. C'est ça, là, elle va être comparée. Là, ça, c'est certain. Produite par ton père pour faire des suspens glauques d'environnement weirdo fantastique avec des créatures mystérieuses. Tu joues dans les mêmes talles, tu vas t'assurer des comparaisons. Mais tu sais, Shyamalan est connu, puis comme on dit, il fait un film aux 3 ans, aux 2 ans, mais il est très établi, mais c'est pas... Je sais pas si c'est le réalisateur préféré de quelqu'un, là, dans le sens qu'il y a tous ces films, il y a des hit and miss, il y a des moments très forts, des moments très faibles, des affaires comme ça. Fait que elle peut très bien le dépasser dans le 4-5 films. T'sais. Bref, The Watchers, Les Guetteurs, partout au cinéma. Et j'ai vu aussi un film italien, L'Enlèvement, donc version sous-titrée en français de Rapito, que je ne saurais pas prononcer avec un accent italien. Rapito. Je ne sais pas où est l'accent fort, de Marco Bellocchio, qui est un réalisateur italien qui a fait genre... Je sais pas, sur IMDb, il y a genre 55 projets. Peut-être pas tous des longs métrages, peut-être des épisodes de télé, des affaires au travers, mais c'est comme... un vieux de la vieille. Oui, c'est ça. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Qui avait fait, entre autres, The Traitor en 2019, là, dans les plus récents qui sont rendus ici. Il y a aussi beaucoup de films qui sont restés en Italie. C'est un drame historique. On est en 1858 à Bologne, en Italie. Puis il y a un jeune garçon juif de 6 ans qui va être enlevé de sa famille, une espèce de famille de 9-10 enfants, parce qu'il aurait été apparemment baptisé. Fait que l'Église catholique vient le réclamer. OK. Ils veulent le débaptiser? Non, c'est juste il peut plus être juif. Il est baptisé. Fait que l'Église catholique vient le chercher pour dire il est à nous, celle-là, il est baptisé. C'est un petit catholique, un petit catho. Okay. Fait que on va suivre en arrière. En trame principale, c'est ça. Sa famille, son père, sa mère qui essayent beaucoup de travailler pour le revoir, pour aller le voir. Ça n'a pas de bon sens. Puis dire oublie pas, t'es un jeune juif, faut que tu restes fort puis tout. Mais il va y avoir de l'endoctrinement au travers de ça. Et le fond historique, c'est que c'est une vraie histoire. Là. C'est arrivé à plusieurs, mais ce cas-là en particulier. Puis ça, c'est au moment du règne du pape Pie IX, qui va prendre le garçon, le mettre sous sa tutelle. C'est pas une histoire de pédophilie, c'est vraiment juste une histoire d'enlèvement comme d'enfants pour en faire son armée de prêtres, tranquillement, le mettre à l'église catholique avec d'autres enfants comme ça. Pas orphelins, mais tu sais, t'es comme forcé à être là à l'église. À ce moment-là, ils l'amènent à Rome. Puis... fait que les parents travaillent fort pour le récupérer. Ça va avoir une espèce de portée internationale. Puis on va avancer beaucoup dans le temps. Puis l'Église catholique va perdre beaucoup en adhésion avec la communauté. Puis il va y avoir des révoltes là, dans les années... j'ai oublié de noter. Je suis pas un expert de ça. Je suis en 1880 à peu près. Là, ça va tout péter. Puis, fait que ça va laisser une incidence c'est parce que dans la communauté italienne. Ouais, c'est ça. Cette idée-là, mais c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, finalement. Là, parce que c'était comme... Ça nous montre une espèce d'église catholique qui était vraiment antisémite. Là. Pas juste notre religion est meilleure, c'est comme les autres. C'est pas bien. Fait que ils détruisaient tout ce qui est autour. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant pour ça. Durée raisonnable pour tout ce qu'il y a là-dedans, là, un genre de 2h10 à peu près. Là, c'est bien correct. Là. Plus court que ça aurait été
trop découpé au couteau, je pense. Là. Je connais pas trop tant les comédiens, mais Polo Pierrobon qui joue le pape, qui est vraiment bon, puis que je sais pas si le pape Pie IX a été souvent au cinéma, mais clairement, ça pourrait être lui l'image de... Tu sais, ce côté chaleureux quand il est avec les enfants, mais très sévère, là, tu vois, qui devient un peu despote au travers de ça, mais sans que ce soit lui l'angle principal. Là. On est plus autour du jeune garçon qui s'est fait enlever et tout. Fait que j'ai oublié de noter, par contre, si le film... où est-ce qu'il s'est placé à l'international. Là. D'habitude, quand un film étranger comme ça se ramasse... en version doublée au Québec et tout, pas doublée, sous-titrée, pardon. Au Québec, c'est qu'il y a... il y a une mention. Ouais, il s'est marqué à quelque part, là, c'est ça, dans des festivals internationaux et tout. Fait que voilà pour l'enlèvement disponible en fin de semaine. Bien vu qu'il y a beaucoup d'offres de films d'animation en ce moment et à venir, on a pensé faire une chronique animation, intégrer une invitée spéciale cette semaine. Une invitée spéciale, spécialiste. Oui, vraiment, une passionnée d'animation, Annie Frenette, qui est une collègue de Mon Ciné. Et comme tu l'as dit, de l'animation, on en dévore, on en mange. Donc, on va faire un peu tour d'horizon de ces nouveautés qui prennent d'assaut les salles. Allô, Annie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça fait très longtemps que tu me parles déjà de Adam change lentement de Joël Vaudreuil. Ça fait 1 an, pratiquement à quelques jours près, car l'an dernier, en juin 2023, j'ai eu le bonheur de voir ce film-là sur grand écran au Festival international du film d'animation d'Annecy et j'avais été charmée par cette proposition singulière de Joël Vaudreuil. Donc là, j'étais très heureuse de voir qu'il sortait en salle au Québec en juin 2024. C'est un film québécois aussi, il faut souligner. Film québécois. Donc, est-ce que c'est rare que des films d'animation québécois sont présentés à Annecy, qui est le grand festival d'animation? C'est comme le Cannes. C'est le Cannes du festival d'animation. C'est le plus grand au monde, autant pour son marché que pour son festival, que pour ses conférences. Écoutez, c'est le rassemblement de toutes les catégories de films d'animation, autant d'auteurs que les gros majors. Disney et Pixar vont là-bas aussi. Absolument, là, sont là. Donc, est-ce que c'est rare? Non. Je veux dire, je pense que pour Annecy, un bon produit mérite d'être vu sur les écrans à son festival. Donc, souvent, il y a eu des productions de 10e Avenue qui ont eu des films présentés là-bas. Mm-hmm. Il y a eu la coprod avec la France qui était Ballerina, on s'en rappelle. Oui. Donc, il y a aussi eu Villeneuve à l'époque qui avait été présenté. Donc, beaucoup plus de courts-métrages qui est un format qui se prête vraiment bien à des festivals. Puis en long, c'est sûr qu'ici au Québec, c'est des financements, on le sait, même pour les films de prise de vue réelle, autant que les films d'animation, c'est un long combat. Et un film d'animation, c'est très long à réaliser, à produire. Donc, il y en a peut-être pas un par année qui est présenté à Annecy, mais on a en tout cas assez fréquemment. Et Adam change lentement de Joël Vaudreuil était... mon Dieu, quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus par son esthétique singulière qu'on reconnaît de Joël Vaudreuil, qui est un multi-artiste, multi-créatif. C'est un musicien, il joue avec podcast, c'est un monteur, c'est un gars qui fait de la scénarisation, de la réalisation. C'est un touche-à-tout. Très, très indépendant dans ce qu'il fait et on le ressent également dans son film. Et il ne faut pas oublier aussi qu'avec Podcast, son collègue musicien, c'est Stéphane Lafleur qui nous avait offert l'œuvre Continentale, un film sans fusil. Donc, également Stéphane Lafleur, monteur émérite au Québec, on va le nommer. Un autre touche-à-tout. Un autre touche-à-tout. Et dans Adam change lentement... J'allais dire, il y a un autre gars avec Podcast qui fait de la musique de film aussi. Charbonneau. Oui, c'est ça, Mathieu Charbonneau. Il fait de la musique de film pas mal. Oui, je mets son nom de famille en premier. Adam change lentement est une offre... certains vont dire une pépite d'or, d'autres vont dire une bibite. Mais dans tous les cas, c'est un film qui on ne reste pas indifférent. Dans l'histoire, mon Dieu, c'est adolescent, années 80, on se sent mal aimé, notre corps, on ne le comprend pas, ça change. Le côté dans la famille, on était un enfant, un adulte. C'est ça, trop vieux pour être un enfant, trop jeune pour être un adulte. Oui, là? Ouais. Avec ses collègues d'école, et la première job d'été qui ne te tente pas, mais il faut que tu le fasses. Le rôle de la grande sœur, la tante là-dedans, le mononcle. Il est doux, là. Il est vraiment doux. Il est super doux. Il essaie juste de, mon Dieu, accueillir le changement dans sa vie en ne sachant pas trop toutes les bizarreries qui vont lui arriver, et on le ressent
dans le scénario. Puis ce qui arrive, c'est que, par une espèce de forme fantastique, chaque fois qu'il reçoit des commentaires négatifs, des remarques désobligeantes, ça va affecter son corps et le changer. Si le monde dit, il est donc bien grand, ben là, il va se mettre à grandir, à amener sa grand-mère, il envoie beaucoup de pointes. Beaucoup de pointes. On met des petits tétons, ben là, sa poitrine grossit, puis tout. Fait que, c'est ça qui est vraiment cool dans le film et singulier, là, qui fait vraiment l'unicité du film-là. Mais tu sais, il a été bien reçu, ce film-là. Faut pas oublier qu'il a commencé sa route de festival à Annecy il y a 1 an. Mais il a fait le FNC, il a fait le Festival d'Ottawa. Dernièrement, il a gagné un prix dans un festival au Japon. Et à chaque fois, il y avait une reconnaissance de son travail par ses pairs, mais également par le grand public qui est comme « Oh, intéressant comme produit ». Ben, c'est un coming of age, mais vraiment pas pour enfants, là. Non, on peut aller peut-être... Un 10 plus, peut-être? 10, 12, 14, là, je pense. Mais, tu sais, rappelez-vous le film, il y a quelques années, À l'ouest de Pluton. C'était aussi ça, là, la période d'adolescence. C'était un peu mal dans ta peau. Tu te cherches. Je savais pas qu'il était dans Avec Podcast, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à Tudor Nicole. Oui. Cette espèce d'été-là, tout l'âge qu'on a décrit, mais en plus, c'est l'été, t'es entre secondaire 4, secondaire 5, puis période un peu agréable par moment. Ouais, puis soudainement, t'as comme trop de temps libre, t'as un ami, 2 amis, les autres, plus des connaissances, t'es vois pas. Ou sont partis en vacances avec leurs parents parce qu'ils ont les moyens financiers de quitter leur ville pour aller en vacances. Les autres, ils ont des grandes aventures, toi, t'es comme, je tombe des gazons, puis mais tu sais, Joël Vaudreuil, on dit, tiens, il fait un long métrage, mais il arrive de où? C'est un gars qui a fait des courts-métrages, là. Je veux dire, Le courant faible de la rivière, il y a une dizaine d'années, avait quand même fait une belle tournée à travers les festivals. Il y avait, dans ce film-là, il y avait Gaston Lepage qui avait fait l'une des voix d'un des personnages. Il l'a remis dans son long-métrage. Il est malade, le voisin qui voudrait tondre le gazon lui-même, mais qui peut plus, fait qu'il n'en revient pas de comment dans le ton, puis c'est jamais la bonne façon. Un peu toc beaucoup, même. Non, t'en pas ça de même. Non, pas là. Non, tu repasses là. Puis s'il y a des gens qui se demandent un peu c'est qui aussi à Joël Vaudreuil comme réalisateur, il a réalisé quelques courts-métrages, vidéoclips. OK. Donc, avec podcast pour Patrick Watson. Fait qu'il y a vraiment son esthétique à lui qui le suit là, depuis... C'est ça que j'allais te demander, parce que là, on a un style qui rappelle... Moi, rapidement, c'est Beavis and Butthead, là, un petit peu l'animation flat qui doit pas être du 24 images secondes non plus, là, c'est ça? En fait, il dessine le personnage. Ensuite, il l'envoie à d'autres gens qui l'animent. Okay. Et l'animation est faite que c'est 3 frames en boucle. Okay. Ce qui donne l'impression que ça vibre, mais c'est un peu pas droit et c'est voulu. Un coup que puis son personnage est créé, il engage quelqu'un qui dessine les décors, qui se fit, qui fit avec ses personnages. Puis il a œil sur tout et c'est lui qui fait le montage. Il a fait la musique. À la conception sonore ou mixage sonore, je ne voudrais pas me mélanger en ondes, mais c'est Olivier Calvert qui travaille avec lui depuis très longtemps, qui fait beaucoup aussi de travail avec des réalisateurs québécois. Et on reconnaît la touche Olivier Calvert dans le son de ce film-là. Mais l'animation, oui, elle n'est pas 24 images secondes, mais c'est voulu. Mais, oui, c'est un style esthétique, ça fit dans le style de Joël. Absolument. C'est ça. C'est singulier, mais dès que tu acceptes cette esthétique-là, l'histoire t'amène, puis tu passes vraiment un agréable moment. Donc, tu recommandes pour un public courageux qui sont prêts à ouvrir à de nouvelles expériences? C'est pas... C'est grand public. Ça devient très accessible. Moi, je pense que c'est juste le côté visuel qu'on est moins habitué. Ouais, puis on vient de parler de Bad Boys puis des Watchers qui vont être genre sur tous les écrans. Celui-là, il va être plus limité. Faut pas tarder avant d'aller le voir, mais c'est pas un grand acte de courage, là, je comprends ce que tu voulais dire, mais c'est juste, allez-y, là, quand les comparatifs qu'on a fait, du John Hughes puis des affaires comme ça, là, c'est les mêmes thématiques, c'est juste que c'est de l'animation 2D, il n'y a rien de provoquant là-dedans, c'est pas expérimental. Moi, je dis aux gens, juste par plaisir, allez écouter la bande-annonce. Ouais. Elle donne le ton. Elle donne le ton au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, au niveau de l'esthétique, puis au niveau de la conception sonore. Juste la bande-annonce, tu fais « Ah, ben écoute... Je vais aller me tenter, là. Tu le ressens aussi, cette espèce de chaleur-là. Là. Moi, c'est très juillet, là, ce film-là. Là. Absolument, c'est très, très juillet. Très, très juillet, très, très été 84. De gazon, partie de piscine clandestin. Ils se tiennent au terrain de baseball. Très 84, là. En tout cas, moi, je me suis... Bon, ça va trahir mon âge, mais je me suis vraiment reconnue dans
dans l'été de Adam. Il n'y a pas de cellulaire puis d'ordinateur. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment très, très 85. Et justement, il y a un autre film très attendu de la part de la communauté des fans d'animation, Robot Dreams, qui s'est vraiment démarqué aussi dans plusieurs festivals. Oui, c'est ça. On va profiter de ta venue pour en parler. Mon ami Robot au Québec prend l'affiche le 7 juin à Montréal, puis dans les semaines suivantes, il va ouvrir à travers le Québec, et le Québec. C'est un film muet, ça. Oui, oui. Aucun dialogue qui vient d'une BD de Sarah Vaughan du début des années... Sarah Varon, pardon. Début 2000 à peu près, 2004-2005. Oui. Encore une fois, un film qui nous amène dans une esthétique années 80. Décidément, oui. Deux films qui prennent l'écran en juin avec années 80. À New York, la nostalgie. À New York, cette fois. Nostalgie quand tu nous tiens. Il y a vraiment quelque chose dans ce film-là qui nous amène à aimer un robot, en tout cas à le vouloir comme ami, ce robot-là. Encore une fois, une esthétique qu'on est comme pas certain, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'approche que Adam change lentement. Plus traditionnel. Plus traditionnel. Ouais. Mais mon ami robot... Fait que si tu me permets, là, tu as dit New York des années 80, c'est un chien. Comme tous les animaux sont bipèdes puis vivants, puis lui s'ennuie vraiment beaucoup, blasé à écouter la télé, puis il voit une infopub et se commande un robot pour avoir un ami robot. Oui. Puis éventuellement, il va arriver une mésaventure, puis il va être comme séparé de son robot, puis il va devoir attendre 1 an pour essayer de le retrouver. Puis c'est un film qui vient mettre en lumière la certaine fragilité des liens d'amitié dans la vie, finalement. Probablement, quand la bande dessinée a été faite à l'époque, ça devait être très genre, en 2010, on va avoir un ami robot. Mais là, c'était comme 5 ans avant. Là. Mais oui, ça me rappelle les époques. Là, Honda, on voyait beaucoup là, leur petit robot qui avait appris à monter des marches. Oui. On en voudrait un robot comme lui, je pense, à la maison, parce qu'il devient tellement attachant que tu te demandes... est-ce que c'est le chien qui a des émotions ou c'est le robot ou qui a aidé l'autre, en fait, à être plus humain puis à développer de l'amitié? Parce que, on va se le dire, là, ce film-là, c'est la solitude de rencontrer l'autre. Mais il n'y en a pas d'amis, le chien. Fait que la seule moyen d'avoir un ami, c'est de se commander un robot. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez actuel encore aujourd'hui, tu sais. On parle beaucoup d'Internet et tout ça, mais je pense qu'on aurait envie de se ramasser dans un terrain de baseball le soir puis jaser avec nos amis, comme on faisait, comme Adam Change lentement le propose dans son film, tu sais. Donc, c'est deux films qui se répondent bien. Oui, ils ont des thèmes communs, c'est ça. Oui. Dans Mon ami robot, c'est quand même plus... on ne passera pas notre vie à les comparer, là, mais ici, c'est très dynamique. Il y a beaucoup la chanson September de Earth, Wind & Fire qui joue sans cesse, qui est comme le thème du film. Puis moi, ce qui m'a surpris quand j'ai vu, j'étais là, 1h40, film sans dialogue. Tu sais, c'était une BD, je l'avais lu à l'époque. C'est une lecture d'une demi-heure, là, tu sais, maintenant, même pas. Là. Puis, mais ça passe super bien. Il n'y a aucune longueur. Tous les moments, il y a beaucoup de choses des fois qui s'imagent. Il y a même... alors que dans le contexte du média de BD, on jouait avec les cases, là, genre les personnages qui sortaient, qui débordaient des cases. On recrée ça au cinéma aussi à certains moments. Fait que c'est pas pour rien que ça s'est ramassé la nomination aux Oscars de meilleur film d'animation. C'était le film, si vous vous souvenez, il y a quelques mois que tout le monde était comme c'est quoi ça? Ça sort de où? Qu'est-ce que c'est ça? Là? C'est une BD, c'est français, ça? Espagnol. Mais le film est une production espagnole. La BD, et je pense qu'elle est américaine, en fait. Ça se fait-tu? Je crois. Oui, c'est ça. Fait que ça j'aurais pas me tromper en disant oui à 100%. Là. Ouais, puis je me souviens que quand j'ai pas relu là, mais à l'époque des Oscars, j'avais checké, puis c'était quand même singulier de... D'habitude, c'est les Américains qui s'accaparent les produits des autres, disons. Puis là, c'était l'inverse, c'est les Espagnols. C'est une coprod Espagne-France, je pense, le film d'une BD américaine. Voilà. Puis... Mais même si vous vous dites, avec 1h40 sans parole, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, faites l'essai. Ah ouais. Faites l'essai parce que ça passe vraiment, vraiment bien. Oui, puis il y a de l'humour, c'est super léger, plaisant. Celui-là, il est bon pour toute la famille. Ah oui, un grand divertissement à aller voir en famille. C'est ça. Ben, il avait été présenté en primeur à Québec, au Festival d'animation. Oui, Festival de cinéma en famille. Ça. Oui, Festival de famille de Québec. Ça a été présenté cette année en fermeture de l'édition de Québec 2024. Et il avait gagné quand même pas mal de prix également, je me rappelle. Là, j'ai découvert quelque chose, et sûrement que tu le sais. Connais-tu les Annie Awards? Oui. Ouais, c'est ça. C'est le prix qui est remis que les Américains remettent au cinéma d'animation et aux émissions de télé. Puis c'est lui qui a gagné
Ils ont 2 catégories. Dans le fond, lui a gagné le Independent Feature, donc le film indépendant, et le film grand public, c'était le Spider-Verse, là, Across the Spider-Verse, qui a gagné cette année. J'étais comme, ben là, c'est magique. Annie, la femme et fan d'animation. Souvent, je vais dans des festivals et ça s'appelle le Annie Bar, le Annie Boutique, le Annie... Fait que c'est ça. Tout est tatoué. Ouais, tout est tatoué partout. T'as moi aussi. Mais animation, tu sais, je veux dire, on peut pas passer à côté. Puis... est-ce que tu l'avais vu à Annecy aussi, mon ami robot à l'époque? Oui, c'est ça? Oui, l'année passée, moi, j'ai vu. C'était une grosse année. Une grosse année l'an dernier, vraiment. J'avais également vu Nina et le secret du hérisson. J'avais vu le Sirocco. J'avais vu... parce que là, je suis trop dans cette édition de cette année qui débute dimanche à Annecy. Un petit oiseau m'a dit que dans moins de 24 heures, tu allais être à Annecy. Oui, encore le vivre à nouveau. Hier, je prenais le temps de calculer. Je pense que c'est ma 20e édition. Quand même. Que je participe au Festival d'Annecy, ou en tout cas pas loin. Ça fait au moins 20 ans, parce qu'en 2004, j'y étais. Donc, OK. J'ai peut-être manqué quelques éditions. Tous les trucs écrits à Annie sont vraiment à toi, finalement. Oui, finalement, c'est ça. Puis décris-nous un peu comment ça se déroule, l'ambiance, et tout ça, ta charge de travail. La charge de travail est quand même lourde, dans le sens lourde, mais pas négative. Il ne faut pas mélanger les deux termes. Tu n'en vas pas en vacances. On n'en va pas en vacances. À date, j'ai 15 longs-métrages programmés à mon horaire. J'ai 2 work in progress, donc savoir les films qui vont arriver sur les écrans dans un an et demi. J'ai des conférences, j'ai des rencontres, des meetings. Les vieux amis, les vieilles connaissances, on se recroise. Moi, j'appelle ça un grand camp de vacances de travail, mais c'est des maniaques d'animation qui se retrouvent une fois par année. C'est plus de 14 000 accrédités, plus de 100 000 festivaliers en une semaine. Annecy est pris de tous les côtés. Il y a un peu l'effet, je pense que c'est Sundance qui ont ça aussi, là, la ville devient ça, puis c'est à la limite trop de monde pour la ville. Là. C'est trop de monde pour la ville, avant la pandémie, j'arrête de se jouer encore. Mais avec la pandémie, il y a les gens qui avaient leur maison secondaire à Annecy, sur le bord du lac, qui est une ville magnifique, ont vendu leur maison principale pour venir habiter dans leur maison secondaire. Ce qui fait que là, Annecy est quand même peuplée beaucoup plus à l'année qu'avant. Donc là, ça fait vraiment... Fait que pour trouver une chambre, c'est plus compliqué. Il faut que tu t'y prennes tôt pour avoir un hôtel ou un appartement. Et également pour la billetterie, c'est toujours pas un marathon, mais une course folle. Il faut être sur les blocs de départ, comme on dirait à la course. Oui, il y a un de nos collègues, nos patrons, qui m'a dit aussi qu'il avait essayé d'avoir des places pour Transformer One, qui sort en septembre, qui va être présenté là-bas, puis il dit « Ah non, je n'ai pas été capable. » Moi, Tu peux pas arriver là et dire « Bon, qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? » Oui, tu peux le faire. Comment il fonctionne? Tu peux réserver ta séance. Donc, dépendamment quelle accréditation que tu as, tu as de 2 à 4 réservations par jour possibles préalablement au festival. Un coup sur place, à chaque jour, ils vont libérer des places. Donc, tu peux retourner de temps en temps, voir s'ils n'ont pas libéré des places. Et mettons que le film est à 14 heures, je vais dire ça comme ça. Tu peux faire la file. Ça s'appelle accrédité sans réservation. Donc, tu fais la file et si à moins 10, ils rouvrent la porte pour les gens qui ne se sont pas pointés à leur séance. Fait que ça peut arriver que tu fasses la file et que tu puisses rentrer voir la séance que tu avais ratée lors de la réservation de place. Et je vous jure, cette année, je vais faire la file pour avoir une place pour la leçon de cinéma avec Wes Anderson. Oui. J'ai pas réussi à avoir une place, mais je vais dans mon planning de la semaine. T'as prévu aller attendre. J'ai prévu aller faire la file, mais bon, je pense que s'il y a 150 personnes en avant de moi, je vais aller faire autre chose, là. Mais comme des fois en soirée, c'est plus libre parce que j'ai 3 réservations, moi, par jour, étaient déjà comblées. Mais je vais aller faire des files. Tu sais, les films commencent à 8h30 le matin, ça finit à minuit le soir. Donc, il y a des films présentés dans, je pense, c'est 8 ou 10 salles à travers la ville. Mais souvent, il faut être quand même logique avec notre décalage horaire. Ouais, tu me disais que les premières années, tu te prenais des films weird trop tôt à ton arrivée. J'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les films japonais. Puis souvent, je commençais mes semaines avec ça le matin. Donc, films japonais sous-titrés en anglais. Je les mets le vendredi maintenant, ces films-là. Ouais, je commence par des films francophones le lundi. Après 6-8 heures d'avion, 2 heures de sommeil. Là, tu fais « Oh, là, Puis là, non. Quel film que tu Sauvage. Sauvage? Okay. Sauvage est le second film de Claude Barras qui nous avait offert Ma vie de courgette. Oui, ça c'était 2018-19, ça a fait un gros... Oui, gros hit dans ces années-là, plus ou moins ces années-là. Il est très attendu. Sauvage. C'est quoi la thématique du film? J'ai rien. Moi, je me garde la surprise, comme j'avais gardé la surprise de Ma vie de courgette. C'est du stop motion encore? C'est du stop motion également. Beaucoup de stop motion cette année
à Annecy. J'ai bien hâte de voir. Il y a quelques films aussi qui m'intéressent, comme Flo. Flo, c'est le même réalisateur qui fait tout seul, qui nous avait donné aussi en 2018, je me trompe d'année, c'est clair, là. Away, qui était un gars sur une motocyclette. Ouais, j'ai pas vu le film, mais je me souviens Donc, c'est le même genre, il fait tout. Il dessine, il monte. C'est un genre de one-man band, mais de film, en fait. Ouais, puis là, tu sais, peut-être que plein de monde qui nous écoute savent pas c'est quoi, là, les Away, Sirocco, puis les autres trucs qu'on a nommés, mais c'est... Comme on dit, c'est comme Cannes de l'animation. Fait qu'à Cannes, il y a bien des affaires de sélection, puis de midnight screening, puis de trucs qui vont être prisés, mais qui vont pas se rendre sur des sorties régulières sur les écrans, malheureusement. Fait qu'après, il faut courir après. Ou comme je dis, ça va rebondir jusqu'au Festival d'animation d'Ottawa ou des choses comme ça. Oui, en festival, parce que le film a toujours sa vie en festival. À savoir si, dans les 15 longs-métrages que je vais voir cette année, est-ce qu'ils vont tous traverser l'océan puis trouver un distributeur en sol canadien? Seul un distributeur pourrait me le dire. Ouais, ben, anyway, il vient une espèce de strat, puis comme je dis, c'est valide pour tous les genres internationaux, que 15 films pourraient pas trouver place l'an prochain parce que ça en ferait 1 ou 3 semaines, puis c'est comme trop niché comme. Puis il faut aussi penser que le long-métrage d'animation est souvent, je veux dire, un préjugé favorable ou défavorable. Bref, un préjugé que c'est pour les enfants. Ouais. Mais avec Ada change lentement et Mon ami robot, on vient d'avoir 2 films complètement... Ada change lentement, peut-être plus ado-adulte, puis Mon ami robot pour la famille. Mais il y a ça aussi. Il y a des films d'animation de long métrage que je vois là-bas qui sont pour adultes. Mm-hmm. Alors peut-être qu'ici, on est peut-être encore en train de se dire que les Walt Disney, les Pixar... Ouais. Mais je pense que déjà, c'est plus grande sortie, mais les derniers Spider-Man, Spider-Verse, ces affaires-là, le Ninja Turtle de l'année passée aussi, qui allait cliquer dans la nostalgie là, des années 80. Je pense que beaucoup Persepolis est venu changer un peu cette... Valse avec Bashir, ces choses-là. Valse avec Bashir également, oui. Mais dans la file aussi, je vais faire la file pour Transformer One. OK, mais... Ma file est prévue le lundi. Mais ça, c'est un bon objet de curiosité, parce que lui, il va avoir une grosse sortie. Oui. C'est Paramount qui avait offert les Ninja Turtles l'an passé, au mois d'août dernier. Fait que j'ai hâte de voir l'angle. Je pense qu'ils veulent faire beaucoup déjà de spin-off puis de séries télé avec Chris Pratt. On attend ça. Chris Hemsworth, pardon. Je rebondis sur un film grand public cette année qui est sorti, qui s'appelle Linda veut du poulet, qui était le grand prix de Annecy l'année dernière. C'était le Cristal l'année dernière d'Annecy en juin. Ça aussi, c'est dans les 3 titres que depuis un an, tu me dis hey, quand est-ce que ça sort, ça? Voilà, fait que c'est 3 qui m'avaient marqué. Puis je me disais, il y aurait un public pour ça ici au Québec. Et heureusement, il y a des distributeurs qui ont levé la main, qu'ils ont pris sous leurs ailes. Et on a pu les avoir en salle. Les ailes de poulet. Absolument. Écoute, ça termine cette semaine, le balado. Puis la semaine prochaine, le 14 juin, c'est majoritairement la sortie de Inside Out 2, sans dessus-dessous 2, de Disney Pixar. C'est quoi ta relation rapidement avec les Pixar? T'écoutes ça aussi ou c'est trop commercial? Non, je suis capable d'en écouter aussi. Je suis capable d'en écouter pour être capable d'en discuter. OK. Parce que c'est comme n'importe quoi. Si c'est trop niché, puis tu discutes jamais avec d'autres gens qui ont d'autres intérêts, ben tu restes dans ton petit coin. Non, je les écoute. J'essaie d'avoir un esprit critique aussi, un esprit ouvert à ces films-là parce qu'il y a un grand public qui est là. Moi, je veux que les gens voient des films. Donc, que tu ailles voir Inside Out 2 ou tu ailles voir Linda veut du poulet, pour moi, ils ont vu un film et on peut en discuter, puis on peut avoir un esprit de discussion, en tout cas, autour du film. Mais ce que j'aime, c'est quand les gens viennent voir un film comme Inside Out, ils voient l'affiche Linda veut du poulet, ou ils voient l'affiche Mon ami robot, puis ils font « Oh, intéressant! » Donc, si sur 100 personnes qui viennent voir Inside Out, il y en a 10 qui viennent voir Mon ami robot, je trouve que c'est gagnant, là. Oui. Mais, c'est comme une locomotive, je vais le dire comme ça. Oui, tout à fait. C'est des wagons de tête, là, mais... Ouais. Mon ami robot aurait tout pour être un Pixar, un Disney, un DreamWorks. C'est juste qu'il arrive du cinéma espagnol, indépendant, blablabla. Mais c'est tellement attachant puis facile d'accès. Là, un bon scénario. Ouais. Une bonne histoire, là. Ça fait foi de tout, hein? Une bonne histoire va te faire accepter, peu importe l'esthétique du film. Voilà. Prise de vue réelle tant qu'animation. Bon, merci pour ton passage, Annie. Ça fait plaisir. Merci, c'était super sympa. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de sortie américaine et de spécial animation. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
D'ailleurs, je pense que le nouveau magazine est disponible depuis peu, hein? Oui, c'est ça. Oui, il l'est. J'étais juste dans l'une de genre, on a-tu parlé ou pas? Je me rappelle pas. Avec... C'était pas sorti la semaine dernière. En tout cas, bref, avec Ricardo Troggi en couverture. Ben oui, lui, il va faire un petit film, 1995, qui va sortir le 31 juillet, puis qu'on va avoir la chance. Ben toi, tu t'es déjà entretenu avec lui, mais on va... Donc, il y a un papier dans le magazine là-dessus et sur le site Internet, mais on va aussi pouvoir discuter... Je sais même pas si tu vas être là, c'est peut-être dans tes vacances. Moi, je vais discuter avec lui à ce moment-là, avant la sortie du film en juillet. J'aurais aimé bien lui reparler, puis surtout aussi Jean-Carl Boucher, qui a l'air bien sympathique. Oui, c'est ça. Toi, tu as juste parlé à Ricardo dans le cadre du magazine, mais là, souvent, quand il y a des premières, des choses comme ça, ben là, on a une plus grosse équipe à ce moment-là. Comme on va discuter avec l'équipe de Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, fait qu'on va voir dans les prochains jours, plus la semaine prochaine, en fait, un épisode spécial sur aussi ce très beau film d'un autre genre. Mais tu avais parlé déjà à Mylène Mackay. Et Alexandre Goyette, donc aux deux comédiens. Mais là, je suis vraiment excité de parler à Roger Frappier quand même, qui est producteur du film. On a moins l'occasion de jaser au producteur, mais c'est surtout que Frappier, c'est comme une des sommités dans le cinéma québécois. Il est pratiquement là depuis la naissance du cinéma québécois à fin des années 70, début 80. Fait que j'ai vraiment envie de parler. Également aussi, Lynn Charlebois, la réalisatrice, c'est toujours singulier quand elle avait fait Borderline en genre 2004, qui avait été un gros succès avec Isabelle Blais, puis aucun film depuis. Fait que de savoir, c'est quoi qui s'est passé? C'est juste quand t'as pas de bonnes idées, t'en fais pas? Ou what's up with that? Fait que voilà. Ben oui, alors sur ça, on vous souhaite bon cinéma avec cette pluie qui s'abat cette fin de semaine-ci dans certaines régions de Québec. Profitez-en, c'est le temps d'aller au cinéma. Bon popcorn, puis si jamais vous dirigez en forêt puis vous prenez un mauvais chemin, puis que vous subissez une panne de voiture, retournez donc sur vos pas au lieu de vous enliser dans la forêt. C'est peut-être une bonne idée. Sage conseil.